Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Il y a 100 ans, le Parti communiste chinois a été fondé à Shanghai. Aujourd'hui, Shanghai est devenue la ville de Chine qui abrite le plus grand nombre de sièges de multinationales. Aujourd'hui, je reçois un Français, expert de longue date du marché chinois. Après avoir commencé sa carrière dans les années 90 dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, il est désormais un consultant en entreprise de haut niveau. Aujourd'hui, il va partager avec nous son expérience en Chine, sa vision sur la société chinoise et ses réflexions sur le développement économique du pays. En visioconférence, je reçois M. Tony Depou, directeur général Monde de Roland Berger. Bonjour M. Depou. Vous Bonjour. venez régulièrement dans notre émission et aujourd'hui c'est la première fois que vous allez partager avec nos téléspectateurs votre propre expérience en Chine. Et on sait que vous avez commencé votre carrière en Chine dans les années 80 et vous avez d'abord travaillé chez EDF sur le projet de centrale nucléaire Daya Bay. On sait que c'est quand même un projet d'une importance significative à l'époque. Que dites-vous aujourd'hui de cette première expérience avec la Chine? Eh bien, alors c'était dans les années 90, c'était en 1993 pour être précis. C'était mon premier travail, c'était mon premier emploi. Donc c'est forcément une expérience très marquante pour le jeune diplômé que j'étais à l'époque et qui venait pour la première fois en Asie. La chose qui m'a le plus frappé en arrivant à la centrale nucléaire de Daya Bay et au village où nous habitions juste à côté de la centrale, c'était le contraste entre la cathédrale technologique qu'est cette centrale nucléaire, qui était finie lorsque je suis arrivé, qui a été mise en service peu après mon arrivée, et puis le village voisin, le premier village après la centrale, qui était un village de minorité dans le Guangdong, où certaines maisons n'avaient pas encore l'électricité. Et donc on avait d'un côté cette centrale nucléaire qui allait produire beaucoup de kilowattheures, et puis de l'autre côté la modernisation en marche d'un village chinois. Et tout au long de la route qui séparait Daya Bay de Shenzhen, il y avait des travaux incroyables où finalement on déplaçait des montagnes pour construire un port en eau profonde, et puis en arrivant à Shenzhen pour construire toutes ces tours. Je me souviens qu'avec mes collègues de l'époque, on s'amusait à compter le nombre de tours en construction et à compter le nombre de mois. Et en fait, on avait compté qu'en 11 mois, on allait de rien à une tour où du linge pendait aux fenêtres, une tour de 50 étages ou 60 étages. Donc c'était vraiment très impressionnant. L'autoroute entre Shenzhen et Guangzhou a été construite à ce moment-là. Et pour nous, c'était très difficile à Guangzhou parce que c'était très loin à cause de la route en assez mauvais état. Et puis du jour au lendemain, cette autoroute a été construite et on pouvait aller très rapidement à Guangzhou. Donc un chantier permanent et puis finalement le début de cette modernisation incroyable de la Chine. Quand j'ai quitté la Chine pour rentrer en France après presque 3 ans à Daya Bay, j'ai voyagé pendant plusieurs mois avec mon sac à dos en Chine. J'ai fait un voyage très intéressant en bus entre Lhasa au Tibet et Geomu au Qinghai. Ah C'était oui. une route très difficile parce qu'il fallait traverser le plateau tibétain et traverser la montagne. Et j'ai entendu à l'époque qu'on disait qu'on allait construire un train pour aller à Lhasa et emprunter le même itinéraire que cette route que j'ai faite en bus. Et je n'arrivais pas à croire qu'on puisse construire un train. Et ce train, comme on le sait aujourd'hui, il existe. Et je rêve de pouvoir retourner cette fois en train dans des conditions de confort bien meilleures. Mais ça montre un peu la puissance de cette transformation. En 30 ans, ceci a été accompli. Et on sait aussi que Daya Bay, c'est justement le premier centrale nucléaire co-construit par la Chine et la France. C'est aussi un symbole de l'ouverture de la Chine. Et vous êtes arrivé en 1993 et on se rappelle aussi qu'un an avant, c'était le fameux discours du Sud de Deng Xiaoping qui marque en fait la deuxième phase de la réforme et d'ouverture de la Chine. Donc, quel souvenir gardez-vous de l'ambiance de la Chine à l'époque?
C'était quand même une époque assez critique dans la transformation du pays, n'est-ce pas? Époque très critique et situation et impression très différentes. Je crois que à l'époque, la Chine était beaucoup moins visible sur la scène internationale, beaucoup moins présente qu'aujourd'hui. Et Mm. néanmoins, il y avait on sentait une très grande confiance dans ce qui était en train de se passer, dans cette transformation et cette deuxième phase de réforme qui s'engageait, mais aussi beaucoup d'humilité. Et donc, on n'avait pas forcément une Chine très présente sur la scène internationale. On voyait cette détermination à construire, à développer, qui était visible partout. J'ai beaucoup voyagé dans le pays et partout, on voyait les effets de cette transformation. On voyait les effets de l'ouverture du marché aussi, parce on voyait petit à petit s'installer des entreprises étrangères, et aussi arriver des marques étrangères qui étaient absolument pas présentes il y a 30 ans en Chine. Donc on avait finalement une ébullition permanente avec du lancement de nouveaux produits, et puis beaucoup de gens qui tentaient leur chance. Et donc, Mhm. la devise, le slogan lancé par Deng Xiaoping, enrichissez-vous, pendant le voyage dans le sud en 1992, euh, on le voyait vraiment se passer dans les rues avec des gens qui lançaient des magasins, qui lançaient des petites marques, dont on voyait que petit à petit, elles devenaient des franchises avec plusieurs magasins, et puis aussi évidemment des grandes entreprises. Et puis enfin, habitant pas loin de Shenzhen, euh, moi j'ai été témoin du développement extraordinaire de la zone économique spéciale, de toute l'expérimentation qui a eu lieu dans cette zone économique spéciale. Je suis aussi allé un jour en week-end à Shanghai, qui ne ressemblait pas beaucoup à la ville d'aujourd'hui. Et c'était le J'imagine, début de oui. la construction c'était le début de la construction de la zone de Pudong. Mm. Donc on voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et donc c'est tout à fait extraordinaire d'avoir été témoin de ce moment de démarrage et d'accélération Mm. du développement de la Chine. Mais est-ce que cette expérience a eu un effet sur votre choix dans votre carrière, par exemple? Est-ce que ça vous suscite de travailler avec la Chine après? Oui, moi, quand je suis parti, je revois très bien le moment où j'ai quitté Daya Bay. Mm. J'étais très triste de quitter, et en même temps, c'est sans doute le bon choix pour mon développement professionnel de faire autre chose. J'étais très triste de quitter et je me suis dit que j'allais revenir et que j'allais revenir pour travailler en Chine. C'était pas simplement revenir en touriste, que j'ai fait aussi, mais c'était de revenir pour travailler en Chine. Donc ça a pris de nombreuses années, mais j'ai fini par revenir il y a presque 7 ans maintenant. Mm. Et je voulais revenir pour voir comment ce modèle allait se transformer, puisqu'au fond, on avait, euh, on avait un modèle assez unique avec le mélange d'une économie planifiée, qui était très présente et très visible, et puis du marché libre et d'une concurrence frénétique. On avait ce développement incroyable des infrastructures qu'au fond, on ne faisait que pressentir il y a 30 ans, et qui s'est considérablement accéléré avec les trains à grande vitesse, avec les autoroutes, avec ces zones de développement et ces hubs finalement qui ont été créés. Mm. Donc vraiment un modèle assez unique, et je suis très content d'avoir pu le voir avant et après, Mm. pendant. C'est vrai que, entre guillemets, le modèle chinois, je pense, ça a suscité beaucoup de discussions pour les théoriciens de l'économie ou les entrepreneurs aussi de voir comment ça se passe. Et justement, vous êtes revenu comme consultant en entreprise. Et alors, comment voyez-vous l'évolution surtout du marché chinois et de l'économie chinoise qui a traversé quand même un parcours assez atypique, voilà, si on parle des parcours assez classiques dans les théories économiques. Moi, j'ai une formation politique, philosophique, économique. Ça m'intéresse beaucoup de théoriser et de regarder les modèles de développement économique. Je lis beaucoup de choses sur le sujet. Mm. Mais en fait, ce que me suscite mon observation quotidienne en travaillant avec les clients de Roland Berger en Chine, des clients chinois, des clients étrangers, c'est qu'au fond,
Euh, il y a une ossature théorique très forte derrière le modèle de développement chinois, mais il y a aussi, et peut-être surtout, un pragmatisme, une agilité, une flexibilité extraordinaire, une ingénuité, une capacité à réorienter la direction ou à infléchir la direction en fonction des résultats avec des cycles très courts. Et tout ça dans un marché avec des consommateurs qui sont très exigeants. Je crois que les consommateurs chinois, les clients chinois aussi, les entreprises chinoises dans le monde des affaires sont très exigeants et adoptent ou rejettent un produit ou un service très rapidement. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut rejeter très rapidement si on lance un produit. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut essayer autre chose. Donc on a la coexistence assez unique en fait de cycles longs qui sont les cycles de planification avec une détermination qui est celle d'un État et d'une nation qui veut accomplir des choses et qui se fixe des objectifs avec des horizons de temps différents et une maille minimale de 5 ans de plan quinquennal. Mais ça, cet horizon de temps long coexiste avec des cycles très courts. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire et en effet, tout ce qu'on voit aujourd'hui comme réalisation dans le secteur nucléaire en Chine, c'était planifié il y a 30 ans. Et ça a été réalisé, ce qui est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de programmes dans le monde où on peut se dire quelque chose a été pensé plusieurs décennies auparavant et a été exécuté très patiemment. Il y a le programme nucléaire français qui a sûrement aidé comme un exemple intéressant. Il y a envoyé des gens sur la Lune dans les années 60, et puis il y a la planification chinoise. Et pour moi, ça se compare très bien, mais ça n'enlève rien à l'agilité et à la réactivité quotidienne que l'on constate tous les jours. Une chose qui est très importante aussi dans le modèle, c'est cette obstination pour l'intérêt général. Donc, au fond, parce que l'État a une certaine direction et est prêt à mettre toutes les ressources financières au service de cette direction et de ces objectifs, au fond, il n'y a pas trop de débat sur certains investissements qui servent l'intérêt général et qui n'ont peut-être pas une rentabilité immédiate. Et donc c'est un débat qui est omniprésent dans les sociétés occidentales, que ce soit aux États-Unis, on le voit bien, où il y a ce débat sur les infrastructures qui, avec un tournant peut-être avec la nouvelle administration américaine qui réinvestit dans les infrastructures pour essayer de résoudre des problèmes et un écart très fort avec les infrastructures d'autres pays. Et puis même en Europe, où les infrastructures sont sans doute meilleures qu'aux États-Unis, il y a toujours ce débat, est-ce que je construis une ligne à grande vitesse supplémentaire qui va coûter très cher et dont la rentabilité n'est pas garantie. Mais au fond, la rentabilité n'est peut-être pas garantie, mais l'intérêt général d'effectivement désenclaver une région, il ne se mesure peut-être pas à la rentabilité, même sur une période assez longue, d'une ligne ferroviaire. Ce débat, évidemment, n'existe pas en Chine, ou existe moins, et ça aide beaucoup, et ça a beaucoup aidé ce développement. C'est évidemment un modèle très différent. Et justement, quand vous parlez de cette, des décisions ou des programmes qui ont été faits il y a très longtemps, qui va être exécuté peu à peu, justement, comme je pense un élément important de votre travail consiste à expliquer les politiques économiques de la Chine à vos clients étrangers, par exemple. Et on sait que chaque année, il y a des réunions importantes du Parti communiste chinois et durant lesquelles il y a des grandes orientations économiques qui vont être prises. Par exemple, la réforme d'ouverture, cette décision a été prise en 1978 aussi d'une réunion importante. Alors, quel rôle jouent effectivement ces décisions dans la vie économique en Chine, selon vous? Ces réunions et ces moments de planification sont très importants parce que finalement, ils écrivent la partition qui va être jouée pour les 5 années à venir lorsqu'on est dans l'année précédant la première année du plan. Et ça donne une grande visibilité sur les priorités. Donc ces priorités, elles sont différentes d'un plan à l'autre. Elles peuvent porter sur la consommation, elles peuvent porter sur les infrastructures numériques, elles peuvent porter sur la globalisation des entreprises d'État. Et on a vu, donc, le plan quinquennal après le plan quinquennal, que différentes priorités sont adoptées, certaines industries sont privilégiées. C'est très important.
les clients de Roland Berger, les clients chinois de Roland Berger, comme les clients étrangers, mais plus encore les clients chinois, y compris les entreprises privées, attendent ces moments de planification avec impatience parce que ça leur donne finalement la feuille de route de ce qui est important pour la nation et ce qui va générer finalement leurs affaires et comment elles peuvent contribuer à ces affaires pour les 5 années à venir. Et bien sûr, ça a beaucoup aidé à créer des entreprises très puissantes qui finalement savent que le marché sur lequel elles se lancent va être privilégié, va être financé en particulier pendant les 5 années à venir. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure que vous avez travaillé beaucoup dans le nucléaire, donc vous avez une observation plus près de ce secteur, et justement dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, qui est un secteur très clé dans beaucoup d'économies dans le monde aujourd'hui. Comment voyez-vous l'interaction entre des décisions gouvernementales et les acteurs du secteur? Alors cette interaction, elle est très directe. Elle est très directe parce que la politique énergétique, c'est au cœur de la souveraineté, c'est au cœur de l'autonomie de chaque économie. Et c'est bien sûr vrai pour la Chine. Et la transformation qui commence en Chine dans le domaine énergétique est immense, avec l'engagement pris par le président Xi, par la Chine, d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone en 2030 et puis en 2060 d'être neutre, d'atteindre la neutralité carbone, ça va tout changer. Parce qu'on part d'une situation qui a déjà beaucoup changé dans les 10 dernières années. On part d'une montagne de charbon. Cette montagne, elle est toujours là, mais elle a déjà considérablement réduit. Il reste modeste à côté de ce qui va devoir être accompli maintenant et dans les 40 prochaines années pour atteindre cette neutralité carbone. Alors c'est à la fois un défi immense, à la fois pour le secteur de l'énergie, mais aussi pour tous les secteurs, parce qu'il va falloir consommer moins d'énergie, il va falloir consommer de l'énergie propre, il va falloir économiser et stocker de l'énergie. Beaucoup de défis et en même temps autant d'opportunités de développement de nouvelles technologies, de développement de nouveaux modèles économiques, de changement des comportements aussi, de frugalité énergétique pour les entreprises comme pour les particuliers, des opportunités qui sont aussi des opportunités d'affaires pour les entreprises du secteur et les entreprises étrangères également. Vous avez eu une expérience très récente à Beijing lors de forums sur le développement de la Chine, et vous avez eu des contacts directs avec parfois par visioconférence, bien sûr, à cause de la pandémie, avec les très hauts dirigeants chinois. Quelles ont été vos impressions? Alors, ce forum, qui est toujours un moment très attendu chaque année, il marquait un peu un tournant, au fond, la transformation de l'économie chinoise vers une économie beaucoup plus tirée par la consommation domestique, le marché domestique, d'une part, d'autre part avec une forte priorité donnée à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production en Chine, avec troisièmement cette notion de souveraineté économique qui émerge un peu partout, hein, et qui consiste à dire il y a des technologies, il y a des secteurs, il y a des produits que l'on veut maîtriser localement, et ça va au-delà de l'autonomie énergétique, qui était un thème assez classique, de l'autonomie de fourniture de produits agroalimentaires, qui était aussi un thème une composante assez classique des plans. Et donc il y a un peu ce tournant de la façon dont se conçoit le développement du pays, peut-être un peu moins tiré par la production pour le reste du monde, et un peu plus par la production pour les entreprises et pour les consommateurs chinois et pour le marché domestique. Alors, on sait que vous avez maintenant vous vivez à Shanghai. Vous avez un peu
vu Shanghai dans le passé et aujourd'hui vous vivez à Shanghai. Et je sais que vous aimez beaucoup faire le vélo et c'est grâce à vous que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une communauté non seulement des Français mais aussi des Chinois qui aiment beaucoup le vélo et qui sont très dynamiques. Donc est-ce que voilà, vous avez pu, à travers ces activités ou votre vie à Shanghai, de voir un peu plus un côté plus authentique de la ville. Oui, le vélo c'est bien parce que ça permet d'aller pas trop vite, mais quand même plus loin qu'à pied. Et en tout cas, c'est mieux que d'aller en voiture. Ouais. Et on voit beaucoup plus de choses, mais on peut aussi aller plus loin. Moi, ce que j'observe beaucoup en marchant dans les villes chinoises, et en particulier à Shanghai où j'habite, ce qui me frappe, c'est d'abord la mixité sociale. Et finalement, ce mélange à peu près partout dans les villes entre le travail, la famille, entre des classes sans doute très aisées et puis des gens plus modestes. Tout ça de manière assez concentrée, qui crée beaucoup plus de vie. Et c'est vrai que c'est un modèle de développement intéressant, une source d'inspiration. Je ne suis pas urbaniste, mais en tout cas, mon observation, c'est que ça crée une expérience de vie beaucoup plus excitante que parfois certains quartiers où il n'y a que des bureaux, que des sites de production ou que des résidences, et en plus avec une stratification de la société comme on peut le voir dans d'autres endroits. Il y a ça aussi un peu en Chine, mais beaucoup moins. Donc ce mélange est beaucoup plus fort. Il y a ce mélange de modernité et de tradition qui, qui existe toujours en Chine. Et effectivement, quand on circule à vélo, et on va un peu vite, et donc on a ces différentes expériences de manière un peu rapide le long de la route. Mhm. En fait, pendant cette fois, pendant la pandémie, vous êtes retourné en Chine parce que vous étiez en France, vous avez retourné en Chine en pleine pandémie. Et je sais que ce retour, c'est un peu particulier parce que votre fille a même écrit un poème là-dessus. Donc, on va voir un peu d'abord le poème. Le courage de la Chine. Le peuple de Chine fait preuve de courage en ce douloureux moment de naufrage. Le virus envahit le paysage et nous terrifie comme un orage. Mais il n'est pas assez grand pour faire de l'ombrage à ce peuple plein de courage. Apolline de Pau. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça arrive qu'elle a écrit ce poème? Oui, eh bien, pendant la pandémie, donc l'année dernière, en février, les écoles ont été fermées pendant une période assez prolongée. Et l'école française où étaient mes filles a été fermée pour les vacances. Et donc les vacances ont été un peu prolongées de façon à préparer la rentrée en travail à la maison. Et donc pendant cette période, ma famille est partie passer des vacances en France en pleine pandémie. On avait pu observer avec une certaine admiration la politique très énergique de la Chine pour mettre fin à la pandémie en Chine. Et ça nous a beaucoup impressionnés. Et lorsque ma famille est rentrée à Shanghai, elle est donc passée dans le circuit désormais traditionnel d'enregistrement à l'aéroport, de préparation de la quarantaine, de transport vers les hôtels de quarantaine pour les 2 semaines à l'époque qui étaient obligatoires. Et c'était un moment très émouvant parce que cette organisation incroyable pour accueillir les gens, en particulier les étrangers forcément un peu perdus dans ce contexte, a beaucoup ému en particulier mes filles, qui étaient aussi fatiguées par le voyage, et les policiers du district de Shuri, où on habite à Shanghai, qui les accueillaient à l'aéroport de Pudong, se sont occupés de mes filles pour les rassurer et les consoler dans ces circonstances un peu difficiles. Et ça a inspiré ma fille qui avait un projet à l'école d'écrire un poème, et qui a écrit ce poème sur le courage des Chinois pour vaincre la pandémie. Et force est de constater qu'aujourd'hui,
vivent tous dans des conditions à peu près normales, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas partout dans le monde. C'est vraiment une expérience très importante dans leur vie comme jeune fille, hein. En fait, pendant tous ces temps que vous êtes en Chine, vous avez les observations avant quand vous voyagez un peu partout en Chine et aujourd'hui, je pense, vous voyagez aussi un peu partout en Chine pour le travail. Et quels sont les changements les plus intéressants ou les plus passionnants que vous pouvez observer à travers ces années? Moi, je crois que ce qui me frappe énormément, c'est le changement dans les comportements des gens. Et je ne vois certainement que la surface des choses étant à l'étranger. Il y a quand même un dynamisme et un appétit de chaque individu à son échelle, qui peut être une toute petite échelle ou une très grande échelle pour des dirigeants d'entreprise, l'appétit de chaque individu de contribuer à cette transformation, de contribuer au développement, d'en tirer parti, bien sûr, de devenir riche ou en tout cas d'avoir une vie plus facile, avec une très forte motivation pour avoir une meilleure vie, en fait, et puis aussi pour donner une meilleure vie à sa famille. Cet appétit, ici en Chine, il est encore très vivace parce qu'il y a encore beaucoup à faire et puis il y a l'idée de perpétrer ce succès dans les générations futures et c'est très encourageant et ça donne beaucoup d'énergie aussi pour moi qui suis étranger et vivant en Chine. Je m'imprègne, j'absorbe une partie de cette énergie, j'en mets une partie effectivement dans mon vélo. Alors, puisque vous êtes consultant aujourd'hui de très haut niveau, on va profiter de cette occasion pour que vous puissiez donner quelques mots pour les entreprises qui souhaitent investir en Chine. Je ne sais pas quels sont les secteurs les plus prometteurs, quelles sont les choses qu'il faut faire attention très brièvement pour marquer la fin de notre discussion. On est, je pense, à nouveau au début d'un cycle d'investissement d'entreprises étrangères en Chine, tout simplement parce que cette transformation de l'économie chinoise visant à privilégier la consommation domestique, faire augmenter le marché domestique, ça demande de venir en Chine, de produire en Chine, de concevoir des produits et des services en Chine pour le marché chinois. C'est un changement par rapport à beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les décennies précédentes, qui étaient faits pour bénéficier de cette machine à produire qui était la Chine, et puis pour renvoyer ces produits dans le reste du monde. Donc il y a une nouvelle phase qui s'ouvre, donc beaucoup d'opportunités. Le secteur, difficile de rapidement citer quelques secteurs, mais de manière très claire, tout le secteur de l'efficacité énergétique, des services énergétiques, et des économies d'énergie, de la protection de l'environnement, dans le contexte de la transformation incroyable qui doit se produire pour atteindre cette neutralité carbone en 2060, ce sont des secteurs de technologie, de services très prometteurs. Et ça touche tous les secteurs de l'économie, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises, depuis les mines, la chimie, jusqu'à des produits de consommation qui vont tous devenir des produits avec zéro carbone, ou en tout cas le plus petit impact possible en carbone. C'est la Chine, dernier mot, ça prend du temps, c'est un grand marché, et donc on n'improvise pas une entrée sur le marché chinois ou un développement en Chine. Il faut être patient, il faut être assez déterminé, et puis il faut apporter quelque chose qui fait la différence. Il faut apporter de la technologie, des savoir-faire, sinon on ne peut pas réussir. C'est pas différent d'autres marchés, parfois les gens le disent. Alors, je vous remercie, Monsieur Donnez-Depou, d'avoir partagé votre expérience passionnante et aussi votre vie heureuse à Shanghai. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.